L'Anschluss, c'est pour l'orateur Hitler la joyeuse union de deux pays habités par une même race. Pour le dictateur Hitler, c'est l'invasion de l'Autriche par l'armée allemande. L'affaire commence pourtant de manière bien innocente. Kurt von Schuschnigg, le nouveau chancelier autrichien, note dans ses mémoires. Au début de l'année 1938, Herr von Papen, ambassadeur du Reich à Vienne, procéda à un discret sondage pour savoir quelle serait notre réaction à une invitation à Berchtesgaden, pour un entretien avec le Führer. J'en acceptai le principe, d'autant plus que Papen précisa « Quelle que soit l'issue des conversations, il est entendu qu'il ne sera en résulter aucune aggravation de la situation pour le gouvernement autrichien. Même dans l'hypothèse la plus pessimiste, c'est-à-dire si les deux chanceliers devaient se séparer sans avoir pu régler une seule des questions en suspens, les choses resteraient en l'état. » Schuschnigg songe peut-être que ce serait trop beau pour être vrai, mais il ne veut pas se dérober. Le 11 février 1938, il monte dans le rapide de nuit Vienne-Salzbourg. Il est accompagné du lieutenant-colonel Bartel, son aide de camp, et de Guido Schmidt, son ministre des Affaires étrangères. À Salzbourg, les trois hommes quittent leur wagon-lit et poursuivent leur voyage par la route. Papen, aimable, souriant, les accueille à la barrière frontalière. Papen. Le Führer vous attend. Il est dans d'excellentes dispositions. À propos, vous n'aurez pas d'objection, j'espère, contre la présence de quelques généraux au Nid d'Aigle. Présence purement fortuite, je puis vous l'assurer. En tant qu'invité, Schuschnigg ne peut évidemment protester contre cette présence fortuite. Cependant, à moins d'être parfaitement naïf, il doit commencer à penser que ce 12 février ne sera peut-être pas une journée de tout repos. Hitler, nous le savons aujourd'hui grâce aux révélations de Nuremberg, a soigneusement calculé son coup. Les trois généraux convoqués d'urgence au Nid d'Aigle symbolisent ostensiblement la collaboration des armes terrestres. Keitel, nouveau commandant en chef de la Wehrmacht, l'artilleur von Reschnow, l'aviateur Sperl. Le Führer ne les a pas fait venir pour examiner avec eux des problèmes de service. Leur tâche sera d'un autre ordre. Se montrer, faire visiblement et impatiemment antichambre, afin d'énerver Schuschnigg et de le soumettre à une pression silencieuse mais constante. D'ailleurs, si Papen, en bon diplomate, niera cette pression, le général Jodl, en bon militaire, la décrira avec une objectivité brutale. Dans son journal, cité à Nuremberg, on trouve cette note révélatrice. Keitel, Reschnow et Sperl convoqués à Berchtesgaden. Schuschnigg et Schmidt subissent une formidable pression politique et militaire. Hitler, escorté des généraux, est venu au-devant de ses invités jusqu'au pied des marches montant au chalet. Il porte avec un pantalon noir, la veste brune des milices d'assaut et la cravate à croix gammée. Les présentations faites, il conduit Schuschnigg dans son cabinet de travail. « Le Führer est dans d'excellentes dispositions », avait affirmé von Papen. Mais à peine les portes du bureau se sont-elles fermées que son sourire s'efface. Schuschnigg, atterré, comprend que son hôte va passer à l'attaque, non seulement contre lui, mais contre l'Autriche. Hitler est en effet décidé à liquider la question autrichienne, d'une façon ou d'une autre, comme il s'exprime volontiers. Pour arriver à ses fins, tous les moyens lui sont bons. Il ne recule même pas devant la mesquinerie pure et simple. Schuschnigg, il le sait, est un grand fumeur qui grille 50 ou 60 cigarettes par jour. Mais comme lui-même ne fume pas, le chancelier autrichien devra se passer de tabac tant qu'il sera en sa présence. Rappelons qu'au moment de la rencontre Schuschnigg-Hitler, les relations germano-autrichiennes sont régies par une convention en date du 11 juillet 1936. Ce texte, qui porte la signature du Führer, invoque d'abord une déclaration faite par Hitler en mai 1935. L'Allemagne n'a ni l'intention ni le désir de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Autriche et encore moins d'envahir ou d'annexer ce pays. Dans son article 1er, la Convention affirme que le gouvernement du Reich reconnaît la pleine souveraineté de la République fédérale autrichienne. Et le second article précise « Chacun des deux gouvernements considère la situation politique intérieure existant dans l'autre pays, y compris le problème du national-socialisme autrichien,
comme une question purement interne de ce pays, question dans laquelle elle n'interviendra ni directement, ni indirectement. Voilà qui paraît clair et net. Mais Hitler se moque bien des conventions, même si elles portent sa signature. Hargneux, cynique, l'injure à la bouche et la mauvaise foi en sautoir, il s'acharne sur le malheureux Schuschnigg. Il va l'achever, comme dira un témoin. Le premier entretien terminé, le chancelier autrichien, sans doute dans le souci de se justifier devant la postérité, en rédige une sorte de procès-verbal où les phrases essentielles sont rendues textuellement. Un document odieux qui se passe de commentaires. Schuschnigg. Quel admirable cabinet de travail! Quelle vue merveilleuse sur la montagne! Je pense que dans ce cadre grandiose se sont déroulés bien des actes historiques, n'est-ce pas, monsieur le chancelier? Hitler. Oui, c'est ici en effet que mûrit ma pensée. Mais nous ne sommes pas réunis ici pour vanter le paysage ou parler du beau temps. Schuschnigg. Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le chancelier, d'avoir bien voulu prendre l'initiative de cette confrontation. Je puis vous assurer que nous attachons une grande importance à la Convention germano-autrichienne de juillet 1936, que nous la respectons sincèrement. Nous avons tout fait pour prouver notre désir de nous conformer à l'esprit et à la lettre de cet engagement, c'est-à-dire d'avoir une politique allemande. Hitler. Ah vraiment? L'attitude de votre gouvernement, vous appelez cela une politique allemande, monsieur Schuschnigg. Moi, je puis seulement vous dire que les choses ne peuvent continuer ainsi. J'ai une mission historique à remplir, et je la remplirai parce que la Providence m'a choisi pour le faire. Je suis soutenu par l'amour que me voue mon peuple. Ce peuple au milieu duquel je puis circuler librement, sans un seul garde du corps, à ma guise. Schuschnigg. Je vous crois volontiers, monsieur le chancelier. Hitler. J'ai au moins autant de droits que vous de me considérer comme autrichien, monsieur Schuschnigg. Pourquoi n'essayeriez-vous pas d'organiser un plébiscite, en toute liberté, pour inviter les Autrichiens à choisir entre vous et moi? Vous auriez une belle surprise. Schuschnigg. Si c'était possible. Seulement, vous le savez aussi bien que moi, c'est justement impossible. Hitler. Cela, c'est vous qui le dites. Moi, je vous réponds que je vais la résoudre, cette fameuse question autrichienne, d'une façon ou d'une autre. Je n'ai qu'à donner un ordre, et en l'espace d'une nuit, cette ridicule comédie le long de la frontière sera liquidée. Vous ne croyez tout de même pas sérieusement que vous serez en mesure de m'arrêter, fût-ce une demi-heure? Qui sait, je serai peut-être à Vienne demain matin, comme le vent du printemps. Et alors vous verrez ce que vous allez voir. Schuschnigg. Alors, monsieur le chancelier, le sang coulera, que cela nous plaise ou non. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il existe d'autres puissances. L'invasion de l'Autriche déclenchera une guerre. Hitler. C'est facile à dire quand on est assis dans un bon fauteuil. En tout cas, le monde entier doit comprendre qu'un grand pays ne saurait tolérer indéfiniment les provocations d'un petit voisin de rien du tout. Je vous donne aujourd'hui encore une occasion, la dernière, monsieur Schuschnigg, de montrer votre bonne volonté. Ou bien nous arrivons avant la nuit à une solution, ou bien les événements suivront leur cours. Nous verrons très vite ce qui en sortira. Réfléchissez, monsieur Schuschnigg, je n'attendrai que jusqu'à ce soir. Et je vous demande de ne pas considérer mes paroles comme une formule de rhétorique. Ce n'est pas un bluff, croyez-le. Schuschnigg. Monsieur le chancelier, pouvez-vous définir exactement vos désirs? Hitler, brutal. Nous en parlerons cet après-midi. Pendant la suspension de midi, Schuschnigg se concerte avec Schmidt, son ministre des Affaires étrangères. Un peu plus tard, un secrétaire les introduit dans une autre pièce où se trouvent Papen et Ribbentrop. Ce dernier tend à Schuschnigg un document dactylographié, le projet d'une nouvelle convention. Ribbentrop. Ce sont les concessions maxima que le Führer est disposé à vous accorder, explique-t-il. En fait de concession, le projet n'énumère que des conditions inacceptables. Le gouvernement autrichien devra s'engager à remettre au national-socialiste Seyss Inquart le ministère de l'Intérieur, donc pratiquement l'ensemble des pouvoirs de police, à libérer tous les nazis arrêtés, y compris les terroristes condamnés et les complices de l'assassinat de Dollfuss,
à admettre les nationaux-socialistes autrichiens dans son propre parti, le Front patriotique, et ainsi de suite. Ribbentrop commenta longuement chaque point du projet, relate Schuschnigg, et pour finir, souligna que le texte constituait un tout. Nous devions l'accepter ou le rejeter en bloc. Nous pûmes seulement exprimer notre profonde consternation. Schmitt rappela à Papen qu'avant notre départ de Vienne, il nous avait donné des assurances formelles. Quelle que soit l'issue des conversations, il est entendu qu'il ne saurait en résulter aucune aggravation de la situation pour le gouvernement autrichien, avait-il déclaré. Papen, gêné, prétendit être lui-même péniblement surpris. Je demandai si nous pouvions compter au moins sur la compréhension amicale de l'Allemagne. Ribbentrop et Papen répondirent par l'affirmative, d'une manière fort catégorique. Quelques minutes plus tard, Schuschnigg verra ce que vaut cette compréhension amicale. Dès la reprise de la négociation, Hitler lui met le marché en main. Hitler. J'ai décidé de faire une ultime tentative, monsieur Schuschnigg. Voici le projet. Inutile de discuter, je n'y changerai pas une virgule. Ou bien vous signez, ou bien nous n'avons plus rien à nous dire. Dans ce cas, j'établirai mon plan d'action au cours de la nuit. Schuschnigg. Ayant pris connaissance du projet, et étant donné la situation, je puis seulement prendre acte de vos conditions. Je suis même prêt à signer, mais je dois vous faire remarquer que selon la Constitution autrichienne, les ministres sont nommés par le chef de l'État, c'est-à-dire le président fédéral. De même, l'amnistie est une prérogative exclusive du président. Par conséquent, ma signature ne peut m'engager qu'à lui transmettre vos conditions. Pour la même raison, je ne puis garantir l'observation du délai de 3 jours que vous nous laissez. Hitler. Il le faut, c'est indispensable. Schuschnigg. Je ne suis pas en mesure de le garantir. Furieux, Hitler se lève. En 2 ou 3 enjambées, il atteint la porte, l'ouvre et appelle, ou plutôt hurle. Hitler. Kettel ! Puis, se retournant vers Schuschnigg, il ajoute. Je vous ferai prévenir tout à l'heure. Schuschnigg sort. Dans le couloir, il croise le général Kettel qui accourt aux ordres. À Nuremberg, Kettel lui-même fera le récit de cet épisode. Je venais alors d'être nommé au poste de commandant en chef, et je n'avais encore jamais participé à une conférence politique ou internationale. Si bien qu'au début de cette journée, je me demandais pourquoi on m'avait fait venir. Peu à peu, cependant, je me rendais compte que la présence de 3 généraux déambulant dans la maison équivalait à une démonstration militaire. Dans l'après-midi, j'entendis crier mon nom. En pénétrant dans le cabinet de travail du Führer, je m'attendais évidemment à recevoir des instructions. Mais Hitler me dit seulement que Schuschnigg avait voulu conférer avec Schmitt, et il ajouta « Prenez place, je vous prie. Pour l'instant, je n'ai rien à vous dire. » Et en effet, il me tourna le dos pour s'absorber dans la contemplation du paysage. C'est donc un vulgaire bluff, une manœuvre d'intimidation, à vrai dire assez puérile, mais qui minera de façon catastrophique la résistance des Autrichiens. À Nuremberg, l'ancien ministre Guido Schmitt décrira le climat de cette singulière conférence. Schmitt. Hitler précisa que son ultimatum expirait le 15 février, or nous étions le 12. Il avait eu l'intention, disait-il, d'envahir l'Autriche dès le début du mois. Au dernier moment, il s'était ravisé pour faire une ultime tentative, dans l'espoir d'arriver à un règlement pacifique. Au cours de la conférence, il appela à plusieurs reprises l'un ou l'autre des généraux. Je dois avouer que Schuschnigg et moi-même n'étions pas rassurés quant à notre sécurité personnelle. Nous craignions d'être arrêtés au cas où les négociations échoueraient. Dans ce climat hystérique, tout paraissait possible. Crainte significative, un chef de gouvernement et son ministre des Affaires étrangères, en visite officielle chez le chancelier d'un pays soi-disant ami, doivent redouter leur arrestation. On reste confondu devant une telle dégradation des usages internationaux. Et ce n'est pas tout. Dès avant la conférence, les nazis ont lancé un ensemble de manœuvres tendant à accroître l'inquiétude générale. Les enquêteurs des Nations Unies en retrouveront la liste, établie sous forme de suggestions, signée par Kettel et approuvée par Hitler. Tout un programme de guerre des nerfs. Il s'agit de propager des nouvelles fausses mais croyables,
par l'intermédiaire des agents nazis en Autriche, des douaniers, des employés d'agences de voyage. Parmi ces nouvelles, citons la suppression des permissions dans la région du 7e corps d'armée, la concentration dans les triages de Munich, Augsbourg et Ratisbonne d'un grand nombre de wagons, le renforcement de la police le long de la frontière germano-autrichienne, l'annonce de manœuvres des unités de montagne dans les Alpes bavaroises, et ainsi de suite. Menaces militaires, peurs physiques, intimidations variées. Sous cette triple pression, Schuschnigg va capituler. Une demi-heure après le tonitruant « Kettel » qu'aboya Hitler, il signe ce que l'on pourrait appeler la reddition sans condition de l'Autriche. Disons tout de suite que Hitler ne l'épargnera pas pour autant. L'Anschluss accompli, Schuschnigg sera arrêté pour être traîné, durant 7 ans, de prison en camp de concentration. Il ne sera libéré que par la débâcle du Troisième Reich. Pour l'instant, cependant, nous n'en sommes pas là. Schuschnigg et Schmidt, soucieux, déprimés, regagnent Vienne. Miklas, le président de la République autrichienne, se rend certes compte de la portée des clauses qu'on soumet à sa signature, mais il s'exécute, estimant qu'il n'a pas le choix. Le cœur lourd, il décrète l'élargissement des nazis autrichiens internés. Il nomme Seyss-Inquart ministre de la Sécurité et de la Police. Rendons à Seyss-Inquart cette justice qu'il agit ouvertement, sans aucune hypocrisie. À peine désigné, il s'envole pour Berlin afin de prendre les ordres de Hitler. À son retour, il adresse aux fonctionnaires placés sous son autorité une circulaire commençant par ces mots « Policiers allemands en Autriche ». Ainsi se dessine la décomposition intérieure de l'État. Schuschnigg veut encore essayer de résister. Après tout, la nouvelle convention dont Hitler lui a arraché la signature reconnaît expressément l'indépendance et la pleine souveraineté de l'Autriche. Elle confirme même la renonciation par l'Allemagne à toute immixtion dans les affaires intérieures de la République fédérale. S'appuyant sur ces dispositions, Schuschnigg décrète un référendum. Que les Autrichiens décident eux-mêmes de leur régime. Le 10 mars, des affiches placardées dans toutes les mairies annoncent que la consultation est fixée au 13. Les citoyens sont invités à voter pour une Autriche libre, indépendante et sociale, chrétienne et unie. Schuschnigg escompte 70-75% de oui. Tout cela paraît trop beau, quelque peu enfantin, et un observateur impartial en sourirait peut-être. Mais à Berlin, on ne sourit pas du tout. Si jamais le calcul de Schuschnigg devait se révéler juste, Hitler et le national-socialisme subiraient, à la face du monde, une défaite cuisante, sinon décisive. Le Führer ne veut et ne peut accepter un tel risque. Donc, le référendum ne doit pas avoir lieu. À aucun prix. Seyss-Inquart se précipite chez Schuschnigg. Seyss-Inquart. Hitler est hors de lui. D'après ce qu'on vient de m'apprendre, Göring exige que le référendum soit rapporté d'ici 1 heure. Il attend ma réponse téléphonique. Si d'ici 1 heure je n'ai pas appelé, il en déduira qu'on m'empêche de communiquer avec lui et il agira en conséquence. Schuschnigg se rend précipitamment auprès du président Miklas. Une demi-heure après, exactement à 11h30, le 11 mars, il est de retour à son bureau et convoque Seyss-Inquart. Schuschnigg. Je vous prie d'informer M. Göring que, compte tenu de la situation, nous acceptons ses exigences. Seyss-Inquart hoche la tête, regagne son cabinet de travail et appelle Berlin pour annoncer que le référendum est décommandé. 10 minutes plus tard, il revient et, glacial, tend à Schuschnigg une feuille arrachée d'un bloc-notes. Seyss-Inquart. Voici ce que Göring m'a dicté au téléphone. Le message est bref, d'une concision brutale. Pour éviter le pire, il ne reste qu'un moyen. Démission de Schuschnigg et nomination de Seyss-Inquart au poste de chancelier fédéral. Cette nomination doit être officielle d'ici 2 heures. Passé ce délai, les troupes allemandes envahiront l'Autriche. Schuschnigg, livide, retourne au palais de Miklas. La nouvelle de l'ultimatum circule déjà dans Vienne. Tout le long du trajet, des amis, des conseillers qualifiés supplient Schuschnigg de résister. Lancez un appel au peuple, mobilisez l'armée, demandez l'aide du monde entier, adressez-vous à Paris, à Londres. Les grandes puissances n'assisteront pas sans bouger à cette attaque à main armée. Elles ne toléreront pas qu'un bandit de grand chemin bafoue l'ordre international. Aujourd'hui, c'est notre tour. Demain, celui d'un autre pays.
Mais surtout, on le presse de se tourner vers l'Italie. Mussolini n'abandonnera pas sa protégée autrichienne. Il est vrai qu'en 1934, lors de l'assassinat de Dollfuss, le Duce a concentré des troupes sur Brenner, afin de signifier à Hitler qu'il défendra l'indépendance autrichienne. Seulement c'était il y a 4 ans. À présent, en 1938, Rome se dérobe. Le gouvernement italien déclare, pour le cas où on le consulterait, qu'il n'est pas en mesure de donner un avis. Ce communiqué du Quirinal, c'est le coup de grâce. Schuschnigg remet donc à Miklas sa démission. Et il refuse de la reprendre même quand le président murmure « Je vois que tout le monde m'abandonne aujourd'hui ». À force d'insister, Miklas obtient tout de même que Schuschnigg continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau chancelier. C'est là que les choses vont se gâter. Le président se refuse à désigner un national-socialiste. Il n'obéira pas aux ordres de Berlin. Seul mais résolu, il veut faire face. Dans son bureau de la chancellerie, Schuschnigg met de l'ordre dans les dossiers qui encombrent sa table de travail. Parfois, il lève les yeux vers les murs où le masque mortuaire de Dollfuss voisine avec le portrait hautain de l'impératrice Marie-Thérèse. Devant la chancellerie, une foule nombreuse scande des slogans nazis. C'est la fin. Une fin qui fait jubiler les uns et pleurer les autres. Des dizaines de milliers de Viennois défilent dans les rues, chantant à tue-tête l'hymne allemand. Les agents ont mis des brassards à croix gammée, ce qui leur vaut d'être portés en triomphe. Un jeune homme escalade la façade de la chancellerie pour hisser là aussi le drapeau à swastika. Mais d'autres dizaines de milliers vivent dans l'angoisse. Non seulement les juifs du quartier de Léopoldstad, qui se préparent fiévreusement à fuir la fureur meurtrière des milices brunes, mais tous ceux pour qui les mots république, liberté, dignité humaine ont encore un sens. L'oreille collée à leur poste de radio, ils attendent l'impossible miracle. Un seul rocher se dresse encore dans le déferlement du flot nazi, le président Miklas. Avec le courage désespéré de ceux qui n'ont plus rien à perdre, il refuse toujours de désigner Seyss-Inquart au poste de chancelier. Cette obstination constitue un obstacle imprévu. Göring, à Berlin, et ses hommes de confiance à Vienne, accrochés au fil direct de l'ambassade d'Allemagne, échangent des propos fiévreux. À Nuremberg, l'accusateur américain Halderman va faire sensation en produisant le texte intégral de ses conversations. Grâce à l'excellente organisation de la Luftwaffe, déclara-t-il, dont les services d'écoute branchés sur la ligne ont tout pris en sténo. Une véritable pièce téléphonique, riche en quiproquos et en suspense. Elle débute, toujours ce même 11 mars 1938, vers 17h, par un appel de Göring. Il trouve à l'autre bout du fil un individu répondant au nom fort peu germanique d'Odilon Globoknik, ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de devenir chef des SS d'Autriche. Emporté par son enthousiasme, Globoknik annonce que le président Miklas, s'inclinant devant la menace, vient de nommer Seyss-Inquart chancelier fédéral. Göring exprime sa satisfaction, mais 20 minutes plus tard, peut-être pris de doute, il rappelle. Cette fois, c'est Seyss-Inquart lui-même qui prend l'appareil. Göring. Globoknik m'a dit que ça y était. Vous êtes chancelier. Seyss-Inquart. Eh bien, il s'est trompé. J'ai seulement conseillé à Miklas de me désigner. Mais je le connais. Il lui faut en moyenne de 3 à 4 heures pour se décider. Pour le reste, nous avons instruit les SS et les sections d'assaut d'assurer l'ordre. Göring. Ça ne va pas. Mais alors pas du tout. La machine est lancée maintenant, vous comprenez ? Écoutez-moi bien. Il faudra dire à Miklas qu'à moins de vous remettre immédiatement tous les pouvoirs de chancelier, je répète immédiatement, et de nommer les ministres selon notre liste, donc en ce qui concerne l'armée, Seyss-Inquart. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur le maréchal, mais voici Mühlmann, l'un de nos agents. Il revient du palais du président. Voulez-vous qu'il fasse son rapport ? Il passe l'appareil à Mühlmann, qui relate. Mühlmann. Le président fédéral refuse toujours et demande que l'Allemagne agisse officiellement par la voie diplomatique. Nous, c'est-à-dire 3 émissaires nationaux socialistes, voulions parler afin de lui suggérer de faire la seule chose qui reste à faire, en d'autres termes, de s'incliner. Il ne nous a même pas reçus. J'en conclus qu'il n'est nullement sur le point de céder. Göring. Ah bon ? Passez-moi Seyss-Inquart. Allô ? Voici vos instructions. Retournez de ce pas chez Miklas.
Et pour bien montrer que nous ne plaisantons pas, faites-vous accompagner par le général Muff, notre attaché militaire à Vienne. Muff exposera que si notre ultimatum n'est pas accepté sur le champ, nos troupes déjà concentrées le long de la frontière se mettront en mouvement cette nuit. Alors l'Autriche aura cessé d'exister. Si Miklas ne veut pas en arriver là, il faut que nous ayons avant 19h30 confirmation de votre nomination au poste de chancelier. C'est bien entendu, n'est-ce pas ? 19h30, dernier délai. Si Miklas n'a pas compris jusqu'à maintenant, alors qu'il avait 4 heures pour se décider, il va falloir qu'il comprenne en 4 minutes. Terminé. À 18h28, donc 1h08 plus tard, Göring appelle un certain Kepler, l'un de ses proches collaborateurs qu'il a délégué à Vienne. Kepler. Je viens de parler à Muff. Il a pu voir Miklas, mais celui-ci a refusé encore une fois. Catégoriquement. Göring. Alors que Seyss-Inquart le destitue, il n'a qu'à mobiliser les SS. De mon côté, je vais alerter la Wehrmacht. D'ici 5 minutes, nos avant-gardes franchiront la frontière, nom d'un petit bonhomme. À ce moment-là, un incident technique interrompt la communication. 3 minutes plus tard, elle est rétablie et Göring s'époumonne. Göring. Allô ? C'est vous, Allô ? C'est vous, Kepler ? Wissenmeyer. Non, ici Wissenmeyer, chargé de mission des affaires étrangères du Reich. Kepler est reparti chez le chancelier fédéral. Göring. Vous voulez dire le président fédéral ? Wissenmeyer. Non, chez le chancelier. Remarquez que cela revient au même. Le président est avec le chancelier. Göring. Tant pis, je vais rester en ligne. Il va falloir presser le mouvement. Il nous reste exactement 3 minutes. Une brève attente, puis Kepler réapparaît. Kepler. Monsieur le maréchal, je suis retourné auprès du président. Il ne veut toujours rien savoir. Göring. Ah, vraiment ? Eh bien, dites à Seyss-Inquart qu'il m'appelle dès son retour. Kepler. Si vous voulez attendre une seconde, monsieur le maréchal, il arrive. Le voici, je vous le passe. Göring. Alors, où en êtes-vous ? Seyss-Inquart. Au point mort, monsieur le président fédéral reste sur ses positions. Toujours pas de décision. Göring. Mais vous pensez qu'il prendra une décision d'ici quelques minutes ? Seyss-Inquart. Ma foi, il est en conférence avec le chancelier, mais je ne crois pas que la conversation puisse se prolonger au-delà de 5 minutes. 10 tout au plus. Göring. Dans ce cas, je vais encore attendre. 10 minutes, cela peut aller. À vrai dire, je dépasse déjà mes instructions. Maintenant, si au bout de ces 10 minutes, Miklas s'entête encore, vous prendrez le pouvoir. C'est bien entendu, n'est-ce pas ? Seyss-Inquart. Bien sûr. S'il le faut, nous marcherons. Göring. Parfait. Rappelez-moi toujours en priorité urgente, n'est-ce pas ? À Nuremberg, l'accusateur américain soulignera particulièrement ces dernières phrases. Elles prouvent en effet que les deux compères étaient décidés à prendre le pouvoir, même si Miklas s'obstinait dans son refus. Pour parvenir à leur fin, ils prévoyaient la mobilisation des formations nazies en Autriche et, simultanément, l'intervention des troupes allemandes. À 19h57, Göring, très excité, rappelle Seyss-Inquart. Göring. Eh bien, quelle nouvelle ? Seyss-Inquart. Le chancelier Schuschnigg va faire annoncer à la radio que le gouvernement du Reich a adressé un ultimatum à la République fédérale. D'autre part, le gouvernement autrichien s'est démis de ses fonctions. Le général Schilavski, commandant en chef de l'armée, a consigné la troupe dans les casernes. Ces messieurs estiment qu'ils ne peuvent qu'attendre l'invasion. Göring. Si je comprends bien, au lieu de vous nommer chancelier, on vous a débarqué ? Vous n'êtes plus ministre ? Seyss-Inquart. Ce n'est pas cela. Personne n'a été débarqué. Le gouvernement s'est en quelque sorte retiré des affaires. On laisse les choses suivre leur cours, avec cette arrière-pensée, nous verrons bien si les Allemands osent nous envahir. Göring. Dans ce cas, tant pis. Je vais donner à l'armée l'ordre d'avancer et d'occuper le territoire autrichien. Vous, de votre côté, arrangez-vous pour prendre immédiatement le pouvoir. Avant tout, avertissez les ministres, les généraux, bref, les dirigeants, que tout individu opposant une résistance directe ou indirecte sera justiciable de la cour martiale. Je précise, des cours martiales de nos troupes qui, évidemment, sont considérées comme étant en campagne.
Est-ce bien clair? Parfait. Cette mise en garde concerne même le président fédéral. En refusant de vous nommer chancelier, il nous résiste, n'est-ce pas? Seyss-Inquart. Oui, bien sûr. Göring. Donc tout est réglé. Vous voici investi officiellement. Bonne chance, et Heil Hitler. En réalité, Göring n'est pas encore rassuré. L'attente l'énerve. Les discussions politiques l'exaspèrent. À 20h26, il rappelle Vienne et demande le général Meuf, attaché militaire à l'ambassade. Göring. Voici ce que vous allez dire à Seyss-Inquart. Nous considérons que le gouvernement autrichien a démissionné. Tout le gouvernement, sauf lui. Alors qu'il se subsiste au gouvernement défaillant pour prendre les mesures que la situation impose. De toute manière, nos troupes ont déjà commencé à faire mouvement. Et nous avons annoncé que les moindres actes de résistance seront sanctionnés d'après le code militaire. Seyss n'aura qu'à veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de désordre. Meuf. Il s'en charge. Il est justement en train de prononcer une allocution. Göring. Évidemment. La meilleure solution, ce serait que Miklas démissionne. Meuf. Malheureusement, il n'en fera rien. J'ai eu avec lui un entretien d'un bon quart d'heure. C'était dramatique. Il m'a déclaré qu'il ne céderait à aucun prix devant la menace, et qu'il ne nommerait pas d'autre chancelier pour le moment. Göring. Il sera bien obligé de céder à la force. Meuf. Ce n'est pas certain. Göring. Quoi? Voulez-vous dire qu'il restera dans son fauteuil à attendre qu'on vienne l'arrêter? Meuf. C'est sans doute ce qu'il a l'intention de faire. Rester dans son fauteuil. Göring. Ma foi, si ça l'amuse. Évidemment, quand on a 14 gosses, il doit être difficile de faire autrement. Alors dites bien à Seyss-Inquart qu'il prenne le gouvernement. Heil Hitler. Terminé. Puis, toujours aussi infatigable, Göring téléphone à Kepler. Celui-ci peut lui annoncer d'excellentes nouvelles. Kepler. Le président Miklas maintient toujours son refus, mais il n'a pas pu empêcher le gouvernement Schuschnigg de démissionner. Seyss-Inquart vient de parler à la radio. Seul de tous les ministres, il reste en fonction et assure l'expédition des affaires courantes. L'ancien gouvernement a ordonné à l'armée de n'opposer aucune résistance. Les troupes autrichiennes ne tireront pas un coup de fusil. Göring. Ça, vous pensez bien qu'on s'en moque? À présent, l'essentiel, c'est que Seyss s'empare de tous les leviers de commande et qu'il occupe les bâtiments de la radio. Attendez, ce n'est pas tout. Il faut qu'il nous envoie un télégramme. Je vais vous le dicter. Le gouvernement provisoire de l'Autriche, étant donné la démission du cabinet Schuschnigg, considère comme son principal devoir le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi il adresse au gouvernement allemand la requête urgente de le soutenir dans l'accomplissement de cette tâche et de l'aider à éviter toute effusion de sang. Dans ce but, il demande au gouvernement allemand d'envoyer aussi rapidement que possible des troupes. Kepler. C'est noté. Remarquez qu'ici, tout est calme. Il y a juste les SS et les sections d'assaut qui défilent dans les rues. Göring. Ça ne fait rien. Autre chose. Qu'il boucle soigneusement les frontières pour empêcher ces messieurs de filer avec la caisse. En ce qui concerne la frontière avec l'Allemagne, nos troupes vont la franchir incessamment. Alors dites-lui de nous envoyer aussitôt ce télégramme. Ou plutôt non. Inutile de l'expédier, puisque je l'ai déjà. Qu'il câble simplement un mot « d'accord ». Cette fois, c'est vraiment tout, je pense. Eh bien, bonne chance. Et Heil Hitler. À 21h54, Kepler, en réponse à une réclamation téléphonique de Berlin, annoncera que Seyss-Inquart est d'accord. En réalité, cet acquiescement est superflu. Hitler a déjà donné l'ordre d'envahir le territoire autrichien. Le document, signé par le général Jodl et contresigné par Hitler en tant que commandant suprême, porte en effet la mention 11 mars, 20h45, c'est-à-dire plus d'une heure avant la réponse de Seyss-Inquart. Berlin n'a même pas attendu que lui parvienne le faux appel au secours. À Vienne, aux environs de minuit, le président Miklas, assiégé par les ministres démissionnaires qui le supplient d'accepter l'ultimatum hitlérien, se rend compte qu'il ne peut résister davantage. Résigné, il appose sa signature au bas du document qui fait du traître Seyss-Inquart le nouveau chancelier. À présent, le triomphe de Hitler est complet, même sur le plan de la légitimité qui est pourtant le cadet de ses soucis. On constatera très vite que ce triomphe dépasse le cadre de l'Anschluss.
Hitler n'a pas seulement annexé un territoire de 7 millions d'habitants, il a du même coup enfoncé un coin dans le front jusqu'alors plus ou moins uni des vainqueurs de 1918. Face à la France et à l'Angleterre, consternés, l'Italie fasciste approuve l'action du Führer. 4 ans plus tôt, Mussolini avait assumé le rôle de protecteur de l'Autriche. Maintenant, il assiste en souriant à sa disparition. Là encore, le dernier acte se joue au téléphone. Toujours cette même nuit, à 22h25, le prince Philippe de Hesse, ambassadeur d'Allemagne à Rome, appelle Hitler. Hesse. Je rentre à l'instant du Palazzo Venezia. Le Duce a fort bien accueilli les nouvelles relatives à l'Autriche. Il me charge de vous transmettre ses amitiés. À l'autre bout du fil, Hitler ne cache pas sa joie. Hitler. Dites-lui dès demain qu'il a rendu un immense service à la cause allemande. Je n'oublierai jamais. Dites-lui qu'il me trouvera toujours à ses côtés, pour le meilleur comme pour le pire. Je n'oublierai jamais. Deux compères qui se congratulent, tout heureux à l'idée des coups fructueux qu'ils vont faire ensemble. Pourquoi se gênerait-il ? Les grandes démocraties ont assisté, passives, à l'étranglement de l'Autriche. Bientôt, elles passeront de l'indifférence à la complicité active. Déjà, la radio de Goebbels diffuse quotidiennement un air guerrier, la marche des Sudètes. Une mélodie plaisante, mais qui deviendra sinistre lorsqu'elle sera scandée par les bottes de la Wehrmacht.